Xavier. Je donne quelques éléments biographiques. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, habilité à diriger des recherches. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses, et vous occupez la chaire Histoire et sociologie du catholicisme contemporain. Vous êtes très actif dans un certain nombre de revues. Je vais citer directeur de la rédaction des archives des sciences sociales des religions. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue 20e siècle. Vous êtes dans la revue d'histoire de l'Église de France, rédacteur associé des actes de la recherche en sciences sociales. Je viens de citer là quelques noms de revues qui sont peut-être pas très connues de la plupart d'entre vous, mais qui sont les premières revues de référence sur le sujet. Vos domaines de recherche, c'est l'histoire du catholicisme contemporain, l'histoire du rapport entre les religions et les sociétés au XXe siècle, l'histoire intellectuelle, l'histoire culturelle. Si je parle du retour du catholicisme ou du retour des catholiques en politique au sens étroit du terme, au sens précis du terme, je parle de choses au courant desquelles vous êtes et au courant desquelles nous sommes tous. C'est-à-dire, je parle de la présence d'un militantisme catholique fortement engagé contre la loi Taubira au moment du mariage pour tous. Et je parle de la manif pour tous. Je parle, au sens toujours un peu étroit du terme, je parle de la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle il y a 3 ans maintenant, de sa victoire à la primaire de la droite en 2016, de sa candidature à l'élection présidentielle. Je parle de la candidature de François-Xavier Bellamy à la tête de la liste républicaine aux élections européennes. Voilà. Je parle du groupe Sens commun, de l'organisation Sens commun, dont on sait qu'elle a été le relais de la manif pour tous à l'intérieur du parti Les Républicains. Et je parle donc d'un retour du catholicisme à droite de l'échiquier politique. Si je prends un regard un petit peu plus large, qui m'intéresse davantage, et je vais vous expliquer très vite pourquoi. Si je prends un regard un peu plus large, j'inclus, vous allez comprendre pourquoi, un certain nombre d'autres événements dans ce retour des catholiques en politique, ou plutôt de ce retour du catholicisme dans la sphère politique et dans l'intérêt politique, dans l'actualité politique. Je peux inclure la figure du père Hamel assassiné en 2016 à Rouen, et l'épisode autour de l'assassinat du père Hamel, parce que je constate autour de cet assassinat et à la suite de cet assassinat un discours sur le rapport entre religion et république qui bouge un tout petit peu, et un discours sur la place du catholicisme à l'intérieur de cette relation entre religion et politique qui bouge un tout petit peu, et ça m'intéresse. Je peux inscrire là-dedans aussi les réactions, à mon avis, très profondément politiques dans le sens le meilleur du terme, mais je peux inscrire là-dedans les réactions à l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Je peux inscrire dans cette discussion aussi le débat récent, parce qu'il a des implications politiques, le débat récent sur les violences sexuelles à l'intérieur de l'Église, ou sur les abus sexuels à l'intérieur de l'Église. Et je pourrais aussi inclure, je continue de donner des exemples de choses qui me paraissent intéressantes du point de vue politique, je pourrais aussi inclure la partie du débat sur l'environnement et la biodiversité, ou la partie des courants favorables à la défense de l'environnement et de la biodiversité qui se réfèrent à l'encyclique récente du pape François. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation entre religion et politique, c'est une relation sur laquelle on travaille depuis longtemps. Et puis moi, j'ai vraiment aimé René Raymond, dont je n'ai jamais été l'élève, mais qui était un peu un modèle pour ma génération. Et donc cette façon de travailler sur la relation entre religion et politique, comme la guerre des deux France, etc., comme sur le mode de la guerre des deux France, et donc de l'affrontement et du compromis. Mais je pense qu'il est aussi possible de s'intéresser à la question
religieuse en termes d'histoire politique pour une autre raison. Ma conviction, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est que la question religieuse donne une profondeur et donne une sorte de profondeur d'anthropologie à la question politique. C'est que quand on s'intéresse à la place du religieux dans la vie politique, on peut, si on le travaille bien, donner à cette histoire politique une dimension anthropologique un peu plus profonde, un peu plus intéressante, et c'est là-dessus que moi, ça m'amuse de travailler. C'est là-dessus que ça m'intéresse de travailler. Je préfère le terme amuser parce que le PHE, c'est un endroit... le PHE, c'est l'école pratique des hautes études où je travaille. Je trouve que c'est un endroit où on s'amuse bien. J'ai un ancien collègue qui m'a précédé et qui confirmera. Donc je vais pas parler d'événements, je vais essayer de vous expliquer comment oui, ce que je viens de vous montrer là, ce que je viens de vous présenter à travers des petits exemples, eh bien, ça correspond au fait que contrairement à ce à quoi on s'attendait il y a une cinquantaine d'années, on continue de parler du catholicisme dans la société française. Et moi, il y a 20 ans, j'avais fait un bouquin sur les années 68, que j'avais intitulé « La crise catholique », qui allait de 1965 à 1978 et qui se terminait sur non pas mon constat, mais le constat que l'on faisait au milieu des années 70 de la possible disparition du catholicisme à l'horizon de la société française. Évidemment, comme j'écrivais ce bouquin en 2002, je savais très bien que ce n'était pas vrai, mais il y avait cette interrogation au milieu des années 70. Et 50 ans après, on est dans autre chose, mais on n'est certainement pas dans la disparition ni du religieux ni du catholicisme. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre, c'est comment ça s'est remis en place en une cinquantaine d'années, ou qu'est-ce qui s'est remis en place en une quarantaine, cinquantaine d'années. Et la grille politique est intéressante pour comprendre cette remise en place du religieux, comme la grille religieuse est intéressante pour comprendre ce qui change à l'intérieur de ce qui change dans la vie politique. Et qu'on soit bien d'accord, par vie politique, je n'entends pas la politique qu'on dit à tort politicienne pour la déqualifier, je n'entends pas cette politique-là, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. J'entends le sens le plus antique du mot politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vie commune, qu'est-ce que c'est que le lien politique, qu'est-ce que c'est que le lien qui nous lie. Et qu'est-ce que c'est que le lien qui nous lie en démocratie, c'est-à-dire la démocratie, c'est le projet de fabrication d'un avenir partagé sur la base de différents immédiats. Nous sommes tous en désaccord, c'est ça la démocratie, et c'est sur la base de ce désaccord qu'il s'agit de construire un avenir, et que cet avenir soit commun. C'est une définition optimiste de la démocratie, mais moi je pense que c'est une des meilleures. C'est mon côté démocrate, social-démocrate, on va dire. Au départ, à la fin des années 70, bon, on peut partir de la crise des années 68 en la rappelant en deux mots pour voir d'où on part. Au milieu des années 70, quand vous lisez la presse, il y a vraiment cette inquiétude sur la disparition du catholicisme. Ma conviction, et je pense que c'est une conviction partagée, c'est que ce qui s'est effondré dans les années 68, ce qui s'est effondré entre 60 et 78, on va dire, c'est pas le catholicisme, c'est une certaine configuration historique du catholicisme. Une certaine configuration historique, c'est-à-dire une certaine manière à travers laquelle le catholicisme s'engrenait sur la société française. Ça, oui, ça s'est effondré. Et ce qui m'intéresse maintenant de comprendre, et j'ai fait un deuxième bouquin 20 ans après pour raconter ce qui s'était fait ensuite, ce qui m'intéresse maintenant de comprendre, c'est comment les choses se réengrènent autrement. Et dans des conditions qui sont différentes. Pour montrer ma différence par rapport à un militant, j'entends très bien qu'un militant chrétien peut considérer qu'il y a toujours une crise parce que le catholicisme pèse moins qu'auparavant dans la société française et que le militant catholique aimerait que le catholicisme repèse à nouveau comme autrefois dans la société française. Moi, j'ai tendance à dire que la crise est terminée et que dans la situation minoritaire dans laquelle le catholicisme est installé maintenant, il y a une configuration qui est en train de se reconstruire. Et donc, on est passé d'un temps de crise à un temps de reconstruction. La crise, elle a été profonde, elle a été à la fois une crise du magistère, le magistère romain qu'on ne suit plus, que l'on soit intégriste et en refusant Vatican II,
ou que l'on s'oppose à l'encyclique Humanae Vitae après 1900, sur la limitation des naissances. Elle a été une crise du système militant. Les mouvements militants catholiques se sont effondrés en quelques années. Elle a été une crise des engagements et des pratiques. Le recrutement des prêtres qui baissait depuis plusieurs décennies, mais ce recrutement s'est vraiment effondré en une vingtaine d'années. Voilà, tout ceci est vrai. Donc il y a eu quelque chose d'assez profond. Mais derrière ça, cette crise assez profonde s'est croisée avec à la fois la réception du Concile Vatican II et bien sûr ce que moi j'appelle le moment 68 de la société française. Et donc on a toujours du mal à savoir ce qui relève d'une logique proprement religieuse et ce qui relève d'une logique qui dépasse le fait religieux. Et c'est pour ça que moi, quand je parle de cette période-là, je parle de crise catholique de la société française et non pas de crise du catholicisme français. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est une crise commune. C'est quelque chose, c'est comment le catholicisme sert d'observatoire, est à la fois acteur et observatoire de quelque chose qui à ce moment-là l'a dépassé et qui est la transformation de la société. Et donc ça se reconstruit. La société française dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est plus celle des années 68, les plus anciens d'entre nous le savent, elle n'est plus celle des années 68, nous ne savons pas forcément exactement où elle va, mais il y a quelque chose qui se reconstruit, et moi ce qui m'intéresse c'est la place qu'occupe le catholicisme à la fois dans cette reconstruction et à l'intérieur de cette société reconstruite sur des bases nouvelles. Et c'est ça mon propos sur le retour du catholicisme en politique, dans la politique. Ok ? Alors je vais vous le faire pour ne pas dépasser, encore une fois, mon temps de parole. Je vais vous le faire autour d'une sorte de chronologie résumée de ce que je crois il s'est passé depuis le début des années 80 en France, autour de 3 ou 4 thématiques, et vous verrez qu'on retrouvera l'actualité au bout du compte, et qu'on retrouvera au bout du compte l'actualité politique. Et ces 3 ou 4, je vais vous donner les premiers titres, pour que vous voyez où je vais. Je vais d'abord vous parler de ce que j'appelle une bascule mémorielle de la société française. Je vais ensuite vous parler, donc une bascule mémorielle de la société française. Ça, c'est les années fin 70, début des années 80. Je vais vous parler, bien sûr, du devenir minoritaire du catholicisme en France et des problèmes qu'il pose à l'historien et des nuances qu'il faut utiliser quand on parle de ce devenir minoritaire. Et puis je vais vous parler de la place du catholicisme dans une sphère politique, dans une sphère démocratique, dont les fondations anthropologiques ont profondément changé en 40 ans. Et qu'est-ce que ça fait ? Et ces 3 éléments vont nous permettre, j'en ajouterai probablement un 4e qui concerne directement le catholicisme et qui est l'enjeu de la globalisation. Et ces 3-4 éléments nous permettront d'arriver aux différentes questions dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Et soit de les traiter là, soit d'en parler dans le cadre d'un dialogue ensuite. Ok ? La bascule mémorielle, c'est une idée à laquelle je tiens très fortement, et donc je vais essayer de vous expliquer. Mon souci, c'est de comprendre où est-ce que le catholicisme français se loge pour demeurer audible dans la société française. Alors même que, c'est Certeau qui le dit, alors même qu'il est de plus en plus difficile d'y croire, et qu'on voit qu'il est de plus en plus difficile, notamment aux jeunes gens, d'y croire. Où est-ce qu'il se loge ? Et pour moi, la première chose, le premier élément qui est intéressant parce que ça a joué un rôle à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est ce que j'appelle la bascule mémorielle de la société française, ou pour le dire autrement, le passage d'une société qui fonde le lien collectif sur la croyance au progrès, ce qui nous tient ensemble. Rappelez-vous la planification sous le début de la Ve République. Ce qui nous tient ensemble, c'est la certitude du progrès et la construction collective du progrès, à une société qui a commencé à un moment à considérer que ce qui la faisait tenir ensemble, c'était la mémoire commune, le sentiment d'avoir une origine commune ou un passé commun. Et c'est ce que j'appelle la bascule mémorielle. C'est le passage dont je pense qu'il date des années 70-80, c'est le passage de politique du progrès à des politiques de la mémoire.
Et ce passage des politiques de progrès aux politiques de la mémoire est essentiel parce que qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble ? Dans les années 50, il était encore possible de détruire des villages, ou plus exactement de noyer des villages, pour construire les barrages hydroélectriques qui nous assureraient l'indépendance énergétique. C'est une chose qui serait totalement impossible aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas possible dans les années 50 de résister à cette forme de croyance au progrès collectif et au sacrifice qu'il imposait. Or, aujourd'hui, la question de la mémoire collective est devenue absolument essentielle. Et cette bascule-là, il me semble qu'on l'a vu se produire dans la société française entre la deuxième moitié des années 70 et les années 80. Et je vous en donnerai 3 exemples, 3 lieux, il y en a d'autres, hein, mais 3 lieux particuliers. Le premier, c'est ce que Peter Laslett, l'historien anglais, appelait un monde que nous avons perdu. C'est la fin du monde industriel, c'est la fin du travail industriel, c'est la crise des houillères du Nord-Pas-de-Calais, c'est la crise de la Lorraine sidérurgique. C'est-à-dire c'est la crise de ces lieux qui correspondaient à un monde issu de la révolution industrielle du XIXe siècle. Et la façon dont en quelques années, ce monde-là a disparu. Les houillères dans le Nord, les mines de fer en Lorraine, et comme sorte de symbole d'un monde qui s'effondrait. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces lieux ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces houillères ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces mines ? Où je rappelle que des milliers et des milliers d'ouvriers sont morts de coups de grisou, etc., etc. Donc ce n'était pas forcément génial. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On en a fait soit des aires de tourisme, soit des aires de loisirs, soit le plus souvent des aires de la mémoire. C'est-à-dire qu'on en a fait des lieux de mémoire. Et c'est le moment où, par ailleurs, dans la muséographie, on se met à créer des écomusées. Il y a là, me semble-t-il, dans ce sentiment d'un monde que nous avons perdu, d'un progrès qui a conduit à la ruine d'une génération de travailleurs dans le nord, ici et là, enfin dans une partie de la France, il y a là un véritable tournant et une véritable interrogation qui s'ensuit sur le monde d'où l'on vient. On pourrait dire la même chose de l'explosion dans les années 70 de la mouvance du militantisme régionaliste, avec la revendication des traditions régionales, bretonnes, alsaciennes, etc., etc. Là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, me semble-t-il, de ce point de vue. Je vous en cite 2 ou 3 autres lieux, je vous cite 2 ou 3 autres lieux. L'élargissement considérable de la notion de patrimoine. Lorsqu'on passe des politiques de patrimoine à la Malraux, pour Malraux, le patrimoine, c'est la politique du patrimoine, c'est le lieu à travers lequel les sociétés, les civilisations se confrontent à la question de la mort. C'est-à-dire l'art, c'est ce qui nous permet de savoir à la fois que nous allons mourir et que quelque chose de nous résiste à la mort. La politique du patrimoine telle que la mène Jack Lang, c'est quelque chose de très différent. Et notamment parce que dans la politique que mène Jack Lang, il y a un considérable élargissement de la question du patrimoine, de la notion de patrimoine. Et qu'au fond, le patrimoine s'étend à tout ce qui est de l'ordre du passé et qui est susceptible de fabriquer une mémoire commune. Et la cuisine devient patrimoine, l'architecture locale devient patrimoine, la musique évidemment devient patrimoine, etc., etc. La musique populaire devient patrimoine, etc., etc. Et là, il y a aussi un effet de bascule que je trouve intéressant. Et on pourrait, encore une fois, citer d'autres exemples. Derrière cela, fait irruption, dans la société française, la question de l'identité, avec toutes les interrogations qui peuvent porter sur la notion d'identité collective. Je rappelle que les sciences humaines et sociales ont toujours considéré l'identité comme quelque chose qui se construisait. Si vous lisez Freud, mais si vous lisez aussi la métaphysique, si vous lisez Descartes, l'identité, c'est un programme, c'est un projet. Or, à un moment, cet intérêt pour l'identité a basculé d'une identité à construire. Si vous lisez Freud, l'identité, c'est un processus d'identification sur lequel il travaille. On a basculé d'un projet d'identité à construire à la revendication d'une identité reçue et qui nous était commune.
et qui faisaient la possibilité de vivre ensemble. Pourquoi est-ce que c'est intéressant du point de vue religieux? Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par là pour comprendre la place que la religion, et notamment le catholicisme, continue d'occuper dans la société française? Pour une raison très simple, c'est que les religions ont trouvé dans cette bascule mémorielle quelque chose qui était très intéressant, quelque chose dans lequel elles pouvaient en quelque sorte réinvestir le fait que ce sont des récits collectifs, que les religions sont des récits collectifs, que les religions se construisent sur le mode de la tradition, que les religions se construisent sur le mode de la lignée croyante, de la tradition croyante, de la lignée croyante. Et cette forme de rapport au passé, cette forme de rapport à un passé collectif qui caractérise les religions, et notamment le christianisme, et donc notamment le catholicisme, a été un des lieux, me semble-t-il, à travers lequel les croyances religieuses et les appartenances religieuses qui étaient en difficulté au milieu des années 70 ont retrouvé un écho, ont pu se loger dans la société telle qu'elle se reconstruisait. Et c'est un point qui, pour moi, est un point très important, avec un coût pour ces convictions religieuses, c'est que derrière cet aspect-là, fait irruption tout de suite la question de la religion comme patrimoine. Alors vous voyez pourquoi je parle de ça. Et le problème de la religion comme patrimoine, c'est que si la religion est un patrimoine, le lien entre appartenance religieuse et croyance religieuse peut éventuellement être cassé. Et surtout, patrimoine de qui? Et ce que nous avons vu au moment de l'incident de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est que la religion était bien devenue un patrimoine, au sens le moins péjoratif du terme, quelque chose qui appartenait à chacun d'entre nous, en quelque sorte. Mais ce patrimoine n'appartenait plus seulement aux catholiques. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que ce patrimoine n'appartenait plus seulement aux catholiques. Et une des difficultés politiques du catholicisme aujourd'hui tient peut-être au fait que son histoire, que l'histoire catholique de la France, je ne réduis pas la France à une histoire catholique, que les choses soient claires, mais il y a une histoire du catholicisme en France, et il y a une histoire de la France catholique ou catholique de la France, tout ça. Cette histoire-là n'appartient plus aux seuls catholiques. Ils n'en sont plus les seuls dépositaires. C'est Mélenchon qui disait « Notre-Dame, c'est chez moi », après l'incendie de Notre-Dame. Voilà. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que ça spécifie à la fois l'actualité du catholicisme dans le lien politique contemporain, et aussi la difficulté de cette actualité. Ça spécifie pour les gens qui se réclament toujours du catholicisme, à la fois une véritable place à travers ces enjeux de bascule mémorielle, de mémoire, de patrimoine, mais aussi une véritable difficulté, puisqu'ils ne sont plus les seuls légitimes pour parler du catholicisme. Je suis clair ? Ça, c'est le premier élément, la bascule mémorielle, et vous inquiétez pas, je ne déplacerai pas, parce que je suis en train, en même temps, de vous placer ma conclusion. Je suis en train de changer un tout petit peu mon plan, donc n'ayez pas d'inquiétude, je terminerai dans les délais. Le deuxième élément qui m'intéresse, c'est le devenir minoritaire du catholicisme. Le devenir minoritaire du catholicisme. Alors, devenir minoritaire, c'est une expression... Là, j'explique, j'utilise des expressions qui sont un peu les miennes, bascule mémorielle, devenir minoritaire, mais bascule mémorielle, bon, devenir minoritaire, tout le monde le sait. Enfin, la question du fait que l'enjeu, le débat autour du fait que le catholicisme deviendrait une minorité, est un débat très largement répandu dans l'espace public. Donc là c'est assez clair. Mais pour moi c'est compliqué ce devenir minoritaire, donc je vais essayer de compliquer un tout petit peu cette histoire de devenir minoritaire. Je vais essayer de la compliquer un tout petit peu. Je vais d'abord partir de l'évidence, c'est l'effondrement de tous les critères par lesquels nous mesurons l'appartenance catholique en France. Alors ça, je ne vais pas vous sortir des chiffres, j'en ai plein dans mon bouquin. Une fois qu'on les a écrits, l'avantage d'avoir écrit un livre, c'est qu'on peut oublier ce qu'il y a dedans. Donc j'ai oublié tous les chiffres,
donc je ne vais pas vous les donner là, hein, et je n'avais pas du tout envie de les renoter en plus, mais l'effondrement, c'est l'effondrement de l'encadrement clérical, donc c'est l'effondrement des vocations de prêtres, c'est le vieillissement des prêtres et des religieux et religieuses. L'effondrement, c'est l'effondrement de la pratique, des pratiques religieuses. La baisse, c'est la baisse des mariages, la baisse des sacrements, le recul du baptême, le recul du mariage et le début du recul de l'enterrement civil, qui n'est pas un sacrement, mais le début du recul de l'enterrement religieux, même si l'enterrement religieux est ce qui résiste le mieux, pour des raisons dont on ne sait pas si c'est simplement parce que ce sont les personnes âgées qui continuent à croire, ou si c'est parce que petit à petit le catholicisme devient de plus en plus une anthropologie de la mort et une anthropologie de l'aide, une anthropologie du bien mourir. Et moi je pense que dans l'histoire du catholicisme, sur la longue durée, cette question de l'anthropologie du bien mourir est absolument essentielle et qu'elle explique notamment toute une partie des débats actuels autour de l'euthanasie autour de l'euthanasie et des soins palliatifs. Euthanasie ou soins palliatifs, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Donc l'effondrement des critères, il n'y a absolument aucun doute. Et quand même, je vais vous donner quelques chiffres, mais le plus clair, c'est les prêtres. On recrutait 545 prêtres en 1965. On en a recruté pour la première fois un peu moins de 100 en 1977. Et aujourd'hui, on en recrute, on en canonise cette année un tout petit peu plus, mais en général entre 80 et 90 par an. Et donc, pendant ce temps-là, il en meurt 600 à 700 chaque année. Et donc, on a un clergé, un encadrement clérical qui s'effondre et on va vers un clergé qui, logiquement, se stabilisera, si les chiffres actuels restent les bons, autour de 4000, 4500 prêtres. Là où il y avait, c'est un calcul très simple, 100 institutions par an, 45 ans d'espérance de vie comme prêtre. En admettant qu'on est ordonné entre 25 et 30 ans et qu'on s'arrête de travailler au bout de 45 ans de travail, en quelque sorte. Puisque les prêtres travaillent facilement jusqu'à 75 ans. Donc voilà, on arrive à un chiffre qui sera 4500 prêtres. Au milieu des années 60, on était à 45 000 prêtres. Alors, c'est pas dramatique, hein, aux États-Unis, en Amérique du Sud, l'encadrement est encore plus faible, mais c'est un vrai changement dans la configuration du catholicisme. Et ça impose un certain nombre de transformations. Toute cette histoire est intéressante parce qu'elle permet de parler du catholicisme dans la société française, mais bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes aux acteurs. C'est-à-dire, vivre son catholicisme quand il y a 3 prêtres ou 4 prêtres par paroisse, c'est pas la même chose que de le vivre quand il y a un prêtre pour 3 ou 4 anciennes paroisses. Mais c'est pas non plus la même chose pour les prêtres et c'est pas non plus la même chose pour les gens qui gouvernent. Donc derrière tout ça, on va avoir toute une série de tensions qui vont se fabriquer, tout un pluralisme qui va s'exprimer. L'une des caractéristiques du catholicisme français, c'est son pluralisme depuis très très longtemps, et donc sa capacité à s'affronter. Pendant 30 ans, on a un tout petit peu mis le boisseau, on a un tout petit peu mis le clapet sur les affrontements. Dans les années 80, 90, 2000, on voit les affrontements en ce moment ressortir. Parce qu'il y a une forme d'urgence à régler, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais voilà, la pratique religieuse, il y a aujourd'hui, vous le savez, 8% des catholiques. Les catholiques représentent à peu près, un peu moins, ça dépend des sondages, mais entre 45 et 52% des Français, 45 et 55% des Français. Et là-dessus, il y en a 8% qui ont une pratique dominicale mensuelle, qui vont à la messe une fois par mois. Donc 8% de 50%, ça fait 4%. 4% des Français, quand on sait qu'on était... Alors, on n'était pas du tout autour de 80% à la fin du 19e siècle, hein, mais on était au-delà de 60%. Donc voilà, là, ça, ce sont des reculs qui sont des reculs forts. Et on pourrait en donner un certain nombre d'autres. Bon, très bien, donc, on est dans une société où le catholicisme devient non pas totalement minoritaire, puisqu'il y a toujours autour de 50% de gens qui se disent catholiques, mais disons, on est dans une société qui se vit de plus en plus sur le mode du multiconfessionnalisme. C'est ça qui est intéressant. On est dans une société qui se vit sur le mode du multiconfessionnalisme, qui se considère de plus en plus comme multiconfessionnel. Lisez la presse, hein, vous lisez la presse. Et je pense que les catholiques ont très bien intégré ça. Il y a des lieux en France où les catholiques deviennent minoritaires. Ils le savent, ils travaillent avec, notamment dans les banlieues des grandes villes, dès lors qu'il y a un islam un tout petit peu actif. Mais de toute manière, il y a cette question du multiconfessionnalisme et du devenir minoritaire. Maintenant, pour moi, ce multiconfessionnalisme, il n'est pas si simple que ça.
Il n'est pas si simple que ça, et je vais vous donner un tout petit peu de chiffres pour ça, mais vous allez voir, c'est des chiffres très simples. Aujourd'hui, on va dire entre 45 et 50% des Français se disent encore appartenir au catholicisme. Et autour de 40% des Français se disent sans religion. Entre 40 et 45% des Français se disent sans religion. On pourra discuter après des chiffres et des variations d'un sondage à l'autre, mais je vous donne des gros chiffres. Ça veut dire que 90% des Français continuent de se définir soit comme catholiques, soit comme non-croyants, ce qui est exactement le pourcentage correspondant à 200 ans d'histoire d'affrontement entre l'Église et l'État. De ce point de vue-là, il y a très peu de changements. Et le reste, les autres confessions religieuses, c'est 10%, un tout petit peu plus de 10% de la société française dans les sondages. 6% maintenant de musulmans, après on a des discussions, mais 6% de musulmans, et le reste, les 4% restants, se partageant entre judaïsme, protestantisme et bouddhisme et des religions hyper minoritaires. Ça veut dire qu'en termes de statistiques, d'appartenance, nous sommes toujours dans une société massivement dominée par le couple catholicisme-république, on va dire, catholicisme-non-croyance. Si nous nous plaçons du point de vue des appartenances. Et donc, il y a un problème à parler de multiconfessionnalisme. Sauf que, si on se place du point de vue de la pratique religieuse, alors les chiffres sont très différents. Et je vous donne simplement, pour aller très vite, mais il suffit que je vous le dise pour que vous le compreniez, il y a 50% de Français qui se réclament du catholicisme. Mais il y en a 8% qui vont à la messe tous les dimanches, ce qui fait 4% de la population. Il y a 6% de la population française qui se réclame de l'islam. Mais il y en a 23 à 25% qui vont faire leur prière à la mosquée tous les vendredis. Et il y en a 70% qui suivent le ramadan et donc qui fêtent l'Aïd à la fin du ramadan. Les fêtes, c'est pas parce qu'elles semblent se correspondre qu'elles se correspondent vraiment. Il faut être très méfiant là-dessus. Mais bon, le calcul, il est très simple. 70% de 6%, ça fait un peu plus de 4%. Ça fait un peu plus des 2/3, donc ça fait un peu plus de 4%. Et donc on a 4% de la population qui fête l'Aïd, comme on a 4% de la population qui va à la messe tous les dimanches. Le pluralisme religieux en France, le multiconfessionnalisme en France, c'est pas un multiconfessionnalisme d'appartenance, c'est un multiconfessionnalisme de la pratique. Si vous vous placez du point de vue des pratiques religieuses, alors nous avons vraiment basculé du côté du multiconfessionnalisme. Si vous vous placez du point de vue de l'appartenance, non. Et moi, ça m'intéresse ça, et je pense qu'il faut y être attentif pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas théologien, je suis historien, et je sais très bien que ces pratiques religieuses n'ont pas forcément la même valeur et la même place, alors qu'elles sont similaires, elles nous semblent similaires d'une confession religieuse à l'autre. Et surtout, je n'ai rien à dire là-dessus. Enfin, si, j'ai des choses à dire, mais je ne vais pas le dire là, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça nous entraînerait dans autre chose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'appartenance, ça ne se voit pas, alors que la pratique, ça se voit. Et nous sommes dans des sociétés de la visibilité. Nous sommes dans des sociétés où la visibilité est non seulement extrêmement importante, mais où elle est même revendiquée. C'est tout ce qu'on appelle la sociologie du stigmate et la sociologie du stigmate retourné. C'est-à-dire revendiquer et montrer ce qu'on a de spécifique. Et en faire un argument dans un jeu politique qui valorise la différence ou qui est censé valoriser la différence et qui est censé défendre les droits des minorités et les droits visibles des minorités. Et donc là, il y a véritablement un enjeu. Il y a un enjeu qui est très intéressant, qui est un enjeu de visibilité. Et cela vous explique plusieurs choses. Cela vous explique par exemple que la société française soit si sensible à ce multiconfessionnalisme qui n'est pas si évident que ça. Simplement, il est visible, et il est d'autant plus visible qu'il n'y a pas assez de mosquées, et que souvent les musulmans sont obligés de se réunir dans la rue, faute d'avoir suffisamment de lieux de culte. Mais il est visible,
Ça vous explique la sensibilité de la société française, et ça explique aussi un certain nombre de mythes qui circulent, le mythe le plus notable étant le mythe du grand remplacement. C'est-à-dire l'idée que la France de culture européenne et chrétienne est en train de devenir une France musulmane. Ce que les chiffres démentent, ce que tout dément, mais qui est une sorte de mythologie dont on peut comprendre le fonctionnement parce qu'elle relève de la visibilité des choses. Et là, on comprend aussi un certain nombre d'éléments sur la vie politique française récente, et on comprend en particulier comment la vie politique, le catholicisme politique qui est revenu dans la vie politique a été à un certain moment, a été pour partie en tout cas, un catholicisme se réclamant énormément de l'identité catholique de la France. Et comme je vais être obligé d'accélérer un peu, car je ne veux pas dépasser mon temps de parole, je vais caricaturer un tout petit peu les choses. Et donc je veux bien que je tiens à ce que vous entendiez ça. Je suis très fortement convaincu que le catholicisme français est politiquement l'un des plus pluralistes au monde, pour des raisons qu'on peut expliquer et qui sont liées à l'héritage de la Révolution française. Mais c'est un des catholicismes les plus pluralistes politiquement du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a jamais eu de parti catholique en France. Le MRP, qui n'était pas tout à fait un parti catholique, mais qui s'en réclamait quand même, n'a jamais été aussi puissant que le jour de sa fondation. Ensuite, il y a 20 ans de vie du MRP, et à chaque élection, il a un peu moins de votes d'électeurs qu'à l'élection précédente. Ça n'a jamais marché, parce que le catholicisme français est très pluraliste. Mais ce que l'on a vu récemment, ce que l'on a vu le plus nettement récemment, c'est la partie du catholicisme français qui était la plus attachée à l'idée d'une identité catholique de la France. Et c'est cette partie qui est très profondément convaincue qu'elle est dépositaire d'un catholicisme devenu patrimonial, ce que je vous disais tout à l'heure, mais qu'elle est la vraie dépositaire de ce catholicisme patrimonial, puisque c'est une partie de la population qui continue de pratiquer très régulièrement et d'enseigner le catholicisme à ses enfants. Et dans le même ordre d'idées, c'est une minorité qui est très inquiète du coup de voir autour d'elle d'autres confessions religieuses, et bien sûr d'abord l'islam avec toute l'histoire qui précède, mais d'autres confessions religieuses se mettre à peser visiblement, et qui souffre très profondément, cette minorité, du fait que tout en étant convaincue d'être dépositaire véritablement d'un patrimoine chrétien de la société française, elle sait bien qu'elle est minoritaire et qu'au moment du vote, elle perd tous ses combats. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, c'est ce qui s'est passé lors de l'élection européenne, et c'est ce qui se passe très régulièrement lorsque viennent à l'Assemblée des projets de loi qui font débat, et ces projets de loi sont des projets de loi qui sont liés aux politiques de la vie, aux politiques du genre, aux politiques de la famille. Et là, on voit comment une reconfiguration du catholicisme dans la société française, dont je vous ai indiqué 2 grandes lignes, mais il y en a d'autres, c'est simplement que, encore une fois, il est 21h19 et que je m'arrêterai dans 5 minutes. Il y en a d'autres sur lesquels on pourra revenir, mais je pense que ces 2 exemples sont les plus parlants. Ces 2 lignes, la ligne de la mémoire et la ligne du paradoxe minoritaire, en quelque sorte. Du paradoxe de la minorisation et du paradoxe, oui, cette ligne-là, ces 2 lignes permettent de comprendre énormément de choses sur la façon dont le catholicisme revient en politique à travers des enjeux qui sont des enjeux qui sont souvent des enjeux très fortement marqués par une dimension patrimoniale, le catholicisme comme patrimoine de valeurs à défendre, et notamment des valeurs familiales, etc. Et puis, ils sont aussi des valeurs de visibilité et qui sont des valeurs, en fait, ce qu'on voit, assez conservatrices. C'est cela qu'on voit avec une véritable inquiétude de la part des gens qui défendent ces idées-là et avec une dissimulation du fait que le catholicisme français est beaucoup plus pluraliste qu'on ne le pense. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je vais vous dire encore quelques points. Tout ceci se greffe, et pour moi, c'est la 3e ligne que je vais simplement esquisser, mais la 3e ligne qui est intéressante. Tout ceci se greffe sur un 3e élément qui est la transformation très profonde
des fondements de notre démocratie, des fondements anthropologiques de la démocratie. Ce sur quoi repose la démocratie. Et moi je pense que les fondements de la démocratie, les fondements anthropologiques de la démocratie ont été très profondément transformés sous l'effet je dirais, de trois choses. D'une part, les politiques de la vie et de la mort, depuis 40 ans. D'autre part, les politiques du genre et de la famille. Et puis enfin, les politiques de la nature, on va dire de la biodiversité. Je m'explique en deux mots. Par rapport au clivage droite-gauche traditionnel et à une organisation de la vie politique française depuis longtemps qui s'organisait autour de quelque chose d'assez classique entre conservatisme et progressisme, entre libéralisme et socialisme, entre gauche et droite, etc., on a vu depuis les années 70 un certain nombre de clivages nouveaux, d'enjeux nouveaux qui transformaient petit à petit très profondément la manière même dont nous concevons la démocratie, la manière dont nous concevons la distinction entre le public et le privé, par exemple. Et dans un pays laïque, c'est pas rien. La manière dont nous concevons le rapport droite-gauche, la manière dont nous concevons la notion même de progrès ou d'émancipation. Et ces enjeux, ce sont des enjeux qui sont tous intéressants parce que tous ces enjeux ont à la fois dépossédé le catholicisme d'une partie de son rôle et en même temps lui en ont rendu un tout petit peu différent. Je vous les prends très brièvement l'un après l'autre. Ce qu'il est convenu d'appeler depuis Michel Foucault les politiques de la vie. Et j'ajouterais politiques de la vie et de la mort, c'est-à-dire tous les enjeux autour des manières de naître ou de ne pas naître, de la loi sur la contraception, 1968, à la loi sur l'avortement, 1975, débat 74, loi 75, et jusqu'aux enjeux plus récents sur la procréation médicale assistée, et probablement un jour sur la gestation pour autrui. Les politiques de la vie, c'est ça. Les politiques de la vie, c'est aussi tout ce qui concerne le travail sur le génome, et donc sur les tissus qui nous constituent vivants. Et rentre dans les politiques de la vie ce qu'on peut aussi appeler les politiques de la mort, c'est-à-dire la discussion dont je vous parlais tout à l'heure sur la relation, sur la fin de la vie, sur les derniers moments de la vie. Et qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen dans le moment où il meurt ? Ça, c'est politique. Vous voyez ? La question de l'euthanasie ou de l'accompagnement des mourants, c'est-à-dire qui est une question très ancienne. Parce que la question de l'euthanasie, c'est la question de la belle mort. Et la belle mort, c'est la tradition du héros grec. L'euthanasie, c'est Socrate buvant la ciguë. Et l'accompagnement des mourants, c'est la tradition qui est chrétienne de la bonne mort. La mort bien entourée, la mort récapitulée. Et cet affrontement-là, il est ancien. Il se reconstitue, il se recompose autour de l'idée euthanasie, accompagnement des mourants et d'un certain nombre de débats. Mais au fond, c'est qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? En quoi sommes-nous encore citoyens dans le moment même où nous mourons ? Et c'est une question politique dans le plus formidablement beau sens du terme. Ça, ce sont des questions qui relevaient pendant des décennies et des siècles de la sphère religieuse et qui ont basculé depuis une quarantaine d'années dans la sphère politique. C'est-à-dire, nous devons légiférer là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons les moyens techniques d'intervenir. Et donc, nous devons légiférer. Et donc, ça bascule du côté politique. Mais on pourrait faire la même remarque à propos des politiques du genre et de la famille. Les manières de faire famille ont, pendant des siècles, été considérées comme proprement naturelles. Et à un moment, on a contesté l'idée même que la famille soit quelque chose qui doit se fonder exclusivement sur un ordre naturel ou réputé naturel. Et on voit arriver tout l'enjeu de l'homoparentalité et des différentes manières de faire famille. Et quelque chose qui relevait d'une sorte de morale chrétienne, puisque nous sommes une société chrétienne, a basculé du côté d'un enjeu politique. Et nous pourrions en dire autant des politiques de la nature et à travers les politiques de la biodiversité. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que dans cette bascule d'une quarantaine d'années, qui se joue dans une quarantaine d'années, et qui, à mon sens, transforme très profondément les fondements de notre vie commune, c'est devenu absolument essentiel. Regardez ce sur quoi nous débattons depuis 2 ans. Eh bien, ces questions-là, d'un certain point de vue, dépossèdent
le religieux, de ce qui était proprement son magistère. Hein? Le religieux, et donc en France, le catholicisme majoritaire, en est dépossédé. Mais en même temps, ces questions introduisent comme absolument centrales dans l'espace politique des questions, et toujours les mêmes, hein, toujours ces mêmes questions, sur lesquelles les religions ont une expérience, ou peuvent se réclamer d'une expérience. Et je ne porte pas de jugement sur la manière dont elles utilisent leur expérience, c'est pas mes oignons. Je n'ai pas à dire Rome a raison ou Rome a tort de dire non à tout. C'est pas mes oignons. Ce que je constate simplement, c'est que le catholicisme, les catholiques, dans leur diversité, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire tous les catholiques ne sont pas alignés sur les positions de Rome et sur les positions de l'épiscopat, peuvent se réclamer d'une longue tradition de sagesse à l'intérieur de débats qui sont en train de devenir des débats centraux dans la reconstitution de la vie politique française, de l'espace politique, de l'espace démocratique. Alors vous voyez, on part d'une crise, les années 68. On voit que 40 ans après, les choses tiennent toujours, mais qu'elles n'occupent plus la même place. On ne peut pas dire autre chose que c'est devenu minoritaire. C'est devenu minoritaire, mais ça continue de jouer un rôle, le catholicisme, comme les religions. Ça continue de jouer un rôle un tout petit peu décalé, un tout petit peu différent. Les Français ne vont plus à la messe tous les dimanches, mais ils se posent des questions sur lesquelles il se pose un certain nombre de questions sur lesquelles les confessions religieuses ont des réponses à apporter ou peuvent apporter des réponses. Et donc il y a un jeu de dépossession-repossession, il y a un jeu de déplacement-replacement, qui est ce que moi j'appelle la reconstruction d'un dispositif catholique à l'intérieur de la société française. Il faudrait ajouter à ça un dernier élément, mais j'en parlerai pas parce que là je me termine, c'est que les choses sont encore plus compliquées par le fait que tout ce dont je viens de vous parler à l'échelle française, il faudrait aujourd'hui en parler à l'échelle du monde. Et que nous sommes dans une société de la globalisation du monde. Et que dans une société de la globalisation du monde, le catholicisme est dans une situation très particulière, parce que catholique, ça veut dire universel. Et que l'universel peut donner l'impression, on peut avoir l'impression que le global et l'universel, c'est la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Et donc, voilà, là aussi, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Mais les questions de genre qui nous agitent, les questions qui nous agitent autour du religieux aujourd'hui, sont des questions qui sont désormais posées à l'échelle du monde, avec des réponses différentes, selon qu'on est européen, africain ou américain du Nord ou américain du Sud. Et l'Église, confrontée, c'est ça la globalisation, à une sorte de multipolarisation des opinions, l'Église confrontée à un monde multipolaire a bien du mal à le gérer parce que c'est une institution qui est centralisée. Hein, son pape tient son pouvoir et sa vérité et son rapport à la vérité de bouche de pape à oreille de pape, et on remonte comme ça assez loin dans le passé. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.